certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Leur cauchemar a inspiré le film Le Dernier Rite. Plongé dans l'inquiétante maison de Southington, où la famille Snedeker a vécu terrorisée par des esprits maléfiques. Le jeune Philippe Snedeker, il est terrorisé. Pour lui, cette maison, c'est la maison du diable. Des personnes décédées ont-elles tenté de communiquer avec leurs proches grâce à leur téléphone? Découvrez ces mystérieux appels de l'au-delà qui ont bouleversé l'existence de centaines de témoins. Ces communications surnaturelles viseraient parfois à avertir les gens d'un grave danger. Le célèbre quartier d'Hollywood à Los Angeles est-il hanté par les fantômes d'anciennes actrices? Retour sur les phénomènes surnaturels glaçants régulièrement observés dans cet endroit mythique de Californie. Aujourd'hui, plus personne ne peut accéder directement aux célèbres lettres qui surplombent Los Angeles. Tous ceux qui les ont vus évoquent des apparitions surnaturelles cauchemardesques. Que cache le terrifiant phénomène des enfants aux yeux noirs, qui depuis 1990 sèment la terreur en Amérique? On évoque des créatures venues d'un autre monde quand ce n'est pas le diable lui-même qui prendrait l'apparence d'enfant. Ces œuvres prémonitoires auraient prédit les attentats du 11 septembre ou le crash du Concorde. Qui est vraiment David Mandel? Ce peintre surnommé le Nostradamus anglais. Non seulement David Mandel dit avoir vu en rêve le déroulement exact des événements du 11 septembre à New York, mais il les a dessinés et peints dès 1996. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro inédit d'Enquête paranormale. En 2009, le film d'horreur Le Dernier Rite racontait l'histoire d'une famille américaine qui, pour se rapprocher de l'hôpital où est soigné leur fils malade, loue une maison sans savoir qu'elle est hantée par des forces démoniaques. Pour écrire ce scénario glaçant, les auteurs se sont inspirés d'une histoire vraie, celle de la famille Snedeker. Leur terrifiante maison de Southington, dans le Connecticut, était en réalité une ancienne morgue. Ils racontent y avoir affronté des entités diaboliques. Vous allez découvrir la terrifiante histoire d'une famille américaine dont le cauchemar a inspiré le film d'horreur hollywoodien Le Dernier Rite. Le Dernier Rite s'inspire de l'effroyable histoire de la famille Snedeker. La maison dans laquelle cette famille s'installe est hantée et ils vont devenir la cible d'une véritable entité maléfique. Que s'est-il passé dans l'étrange maison de la famille Snedeker à Southington, dans l'État américain du Connecticut? Cette mère de famille va se retrouver littéralement étranglée par son propre rideau de douche. Dans cette maison, les lumières s'allument et s'éteignent toutes seules. Les portes s'ouvrent et se ferment sans explication. Les témoins évoquent des coups, des gifles et ils disent même avoir été projetés au sol par une force invisible. La maison du 208 Meriden Avenue était-elle hantée comme les témoins de l'époque l'affirment? Ce que Carmen Snedeker s'apprête à vivre, c'est une nuit de l'horreur. Cette Américaine va raconter avoir subi une agression d'une rare violence. Le jeune Philippe Snedeker, il est terrorisé. Pour lui, cette maison, c'est la maison du diable. Retour sur la terrifiante affaire Snedeker, l'histoire d'une famille terrorisée par une entité diabolique. Nous sommes le 27 mars 2009 aux États-Unis. Ce jour-là, les Américains découvrent au cinéma un film d'horreur intitulé Le Dernier Rite. Une histoire terrifiante, inspirée par des faits réels. J'ai vu ce garçon presque tous les jours depuis qu'on a emménagé ici. Arrête, tu me fais peur. Bienvenue au club. Quand le film d'épouvante Le Dernier Rite sort sur les grands écrans, il rencontre immédiatement un énorme succès. Près de 8 millions d'Américains
vont se précipiter dans les salles de cinéma pour découvrir ce film d'horreur. Il y a quelque chose dans cette maison. Si le succès est au rendez-vous, c'est que le scénario est inspiré d'une histoire vraie vécue par une famille américaine dans les années 80. Le dernier rite s'inspire de l'effroyable histoire de la famille Snedeker. Cette famille, dont l'un des enfants est gravement malade, déménage dans le Connecticut pour se rapprocher de l'hôpital où l'enfant est soigné. Sauf que la maison dans laquelle s'installe cette famille est une maison hantée et ils vont devenir la cible d'une terrible entité maléfique. Le 27 mars 2009, on va d'ailleurs retrouver la mère de famille, Carmen Snedeker, sur le célèbre plateau de la chaîne CNN pour parler du film et de sa terrifiante histoire. Mais que s'est-il passé dans cette maison? Dès le premier jour, mon fils m'a dit que cette maison était maléfique, qu'il entendait des voix et qu'il voyait un homme, et il me l'a décrit. Ce jour-là, les Américains découvrent horrifiés que dans la petite ville de Southington, cette famille a vécu l'enfer durant 2 ans, alors qu'elle vivait déjà un drame avec la maladie de leur fils. La terrifiante histoire de la famille Snedeker débute 21 ans plus tôt à Southington, dans l'État américain du Connecticut. Nous sommes le 19 juin 1986. Ce jour-là, Carmen Snedeker, son mari Alan et leurs 4 enfants emménagent dans leur nouvelle maison. Personne n'imagine alors que cet endroit va devenir durant 2 ans leur pire cauchemar. Ce 19 juin 1986, la voiture de la famille Snedeker s'arrête devant le 208 Meriden Avenue, dans l'un des quartiers résidentiels de la ville de Southington. Southington, c'est une petite ville du Connecticut de 43 000 habitants. Et si les Snedeker emménagent là, c'est parce que c'est ici que se trouve l'hôpital où leur fils Philippe de 13 ans est soigné pour un cancer. Carmen et Alan Snedeker, c'est un couple ordinaire de la middle class américaine. Alan est chef d'équipe dans une carrière et Carmen, 31 ans, est femme au foyer. Elle s'occupe de leurs 4 enfants, Philippe, 13 ans, Bradley, 11 ans, Alan Junior, 3 ans, et de leur petite fille de 6 ans. Ce jour-là, ce qui est incroyable, c'est que la famille découvre pour la première fois cette maison. Ils ne l'ont jamais visitée avant. Si les Snedeker acceptent de louer cette maison sans l'avoir vue, c'est que c'est la seule maison qui entre dans leur budget et qui est la plus proche de l'hôpital de Southington. Dès qu'ils la voient, ils sont ravis, elle est immense. Sauf qu'au moment où le couple pénètre dans la maison, très vite, certains détails vont attirer leur attention. Dans cette maison, chacune des portes qui donnent sur une pièce est surmontée d'un crucifix. Ce détail va intriguer les Snedeker, mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils vont découvrir. En effet, alors que ce 19 juin 1986, Carmen et Alan Snedeker visitent les pièces de cette immense et inquiétante maison, ce qu'ils découvrent en descendant au sous-sol va les glacer d'effroi. Si la famille avait eu connaissance de ce qui se cachait dans le sous-sol de cette maison, jamais elle ne s'y serait installée. Dans le sous-sol de cette maison, qui est immense, Alan et Carmen Snedeker découvrent une seconde pièce qui ressemble étrangement à un bloc médical. Au beau milieu de cette pièce se trouve une table métallique, ces tables où on entrepose les corps. Il y a aussi un lavabo, des instruments chirurgicaux et, détail un peu macabre, des poignées de cercueil. Il y a même un ascenseur avec des chaînes et une grande armoire métallique dont ils apprendront plus tard qu'elle servait à entreposer des cadavres humains. Les Snedeker vont, dans les jours qui suivent, se renseigner sur cette maison. L'agence va tenter de les rassurer. Mais imaginez leur tête quand ils apprennent que c'était l'ancienne morgue de la ville. Cette maison, construite en 1916, a été transformée en morgue en 1936. Et cela, l'agent immobilier qui leur a loué cette maison s'était bien gardé de leur dire. Cette immense propriété du 208 Meriden Avenue s'appelait à l'époque la Halalan Funeral Home. Et ce funérarium est resté en service jusqu'au début des années 80. Il se trouve que les Snedeker sont les tout premiers à louer cette maison depuis qu'elle n'est plus une morgue et l'agence immobilière est bien embarrassée. Elle n'avait pas imaginé que le couple avait dans l'idée de transformer l'immense sous-sol en chambre pour les garçons.
L'ancienne pièce où on embaumait les corps, Alan et Carmen vont s'empresser de la condamner. Ils vont boucher l'entrée avec une espèce de bibliothèque et ils ne veulent pas que les enfants sachent que cette pièce existe. L'autre partie restante du sous-sol va tout de même devenir la chambre de leurs deux fils, c'est-à-dire Philippe l'aîné qui est malade et Bradley son frère. En condamnant l'autre partie du sous-sol, les Snedeker pensaient avoir escamoté le passé particulièrement morbide de cette maison. Sauf que quelque chose de sinistre plane sur cette propriété et les deux garçons Snedeker vont être les premiers à en faire les frais. Dès le mois de juin 1986, d'étranges phénomènes surnaturels vont terroriser les garçons Snedeker dans le sous-sol de cette étrange maison. Pragmatique, Carmen Snedeker va pourtant se refuser à croire que l'inquiétante propriété du 208 Meriden Avenue est un lieu hanté. Forcément, quand les garçons vont se mettre à évoquer des phénomènes paranormaux, Carmen Snedeker, qui a la tête prise par l'effervescence du quotidien, elle ne va pas y prêter forcément attention. Le premier qui observe des choses, c'est Philippe Snedeker, son fils de 13 ans qui est malade. Ce garçon va se précipiter un jour dans la cuisine, terrifié, en suppliant sa mère de quitter cette maison au plus vite. Cet enfant raconte avoir entendu dans sa chambre du sous-sol des voix prononcer son prénom. Et il dit aussi se sentir observé par une présence invisible. Le jeune Philippe Snedeker, il est terrorisé. Pour lui, cette maison, c'est la maison du diable. Le problème, c'est que ce garçon semble bien seul à entendre ces voix. Mais cette mère de famille, obnubilée par la maladie de son fils, ne porte pas vraiment grande attention à ces manifestations. En décembre 1987, un événement aurait dû l'alerter. Son fils, Bradley, raconte avoir été réveillé dans la nuit par son frère Philippe. Ce dernier était terrorisé par la présence de 3 silhouettes encapuchonnées dans le coin de la chambre. Bradley Snedeker, terrifié à son tour, jurera à sa mère avoir vu aussi ces silhouettes de ses propres yeux. Ce n'étaient pas des hallucinations. On peut penser qu'en découvrant le témoignage de son fils, Carmen Snedeker se serait aussitôt enfuie de cette maison avec tous ses enfants. Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire qui va se passer. Carmen Snedeker va organiser une réunion de famille en présence du père avec tous les enfants. Et elle va leur faire admettre qu'il n'y a aucun fantôme dans cette maison. Carmen Snedeker, qui ne veut plus entendre parler de fantômes, va même aller plus loin. Son fils Philippe, malade du cancer, qui vit de plus en plus mal ces événements paranormaux, développe un comportement de plus en plus agressif et violent. Cette mère de famille va décider de le faire interner en hôpital psychiatrique. Il va y rester 45 jours. Tandis que Carmen Snedeker pense en avoir fini avec ses prétendues manifestations surnaturelles, la mère de famille va témoigner avoir subi au cours de l'été 1988 une violente agression. Elle dit avoir été la cible d'une terrifiante entité invisible. Nous sommes en août 1988 et ce que va vivre Carmen Snedeker ce soir-là, elle s'en souviendra toute sa vie. Dans la maison de la famille Snedeker, il y a les enfants, mais il y a aussi les 2 nièces de la famille, Kimberly et Tammy Halvis. Elles sont âgées de 15 et 17 ans et elles sont venues rendre visite à leur cousin. Durant cette nuit d'août 1988, il va se produire 2 événements qui vont convaincre Carmen Snedeker que sa maison cache quelque chose de maléfique. Ce que Carmen Snedeker s'apprête à vivre, c'est une nuit de l'horreur. Cette Américaine va raconter avoir subi une agression d'une rare violence alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain et que tout le monde dormait. Alors qu'elle prenait sa douche, cette Américaine dira s'être retrouvée subitement prisonnière de son rideau de douche. Cette femme va se retrouver littéralement étranglée par son propre rideau de douche. Il faut savoir que son récit a inspiré l'une des scènes les plus glaçantes du film sorti au cinéma. Ce soir-là, Carmen Snedeker n'en a pas fini avec cette entité invisible. Sa nièce, Tammy, qui dort au sous-sol, aurait elle aussi été agressée. Carmen Snedeker, qui se porte à son secours, dira avoir assisté à un phénomène paranormal terrifiant. Elle dit avoir vu clairement une main se dessiner sous les vêtements de sa nièce et se déplacer sur son corps. Les 2 femmes disent avoir eu tellement peur qu'elles vont même se mettre à prier dans le séjour. Elles racontent avoir vu le chapelet porté par la jeune Tammy se mettre à léviter. Il a fallu cette terrifiante nuit de l'été 1988 pour que Carmen Snedeker réalise enfin que quelque chose de diabolique terrorisait sa famille. Terrifiée par ces événements surnaturels particulièrement violents,
Carmen Snedeker demande au diocèse catholique de Southington de l'aider à se débarrasser des entités diaboliques qui hantent sa maison. Le problème, c'est que les autorités religieuses du Connecticut refusent d'intervenir sur la seule base du témoignage de cette Américaine. Pour qu'il y ait un exorcisme, l'Église demande qu'il y ait des preuves avérées d'une présence démoniaque dans cette maison. Si cette affaire est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce que l'Église a demandé aux Snedeker de se mettre en relation avec Ed et Lorraine Warren. Les Warren, à l'époque, ce sont les rois du buzz. Ils se déplacent en général quelques heures sur une affaire pour y accoler leur nom et pour se faire de la publicité. Sauf que cette fois-ci, contrairement à leurs habitudes, ils vont y rester 9 semaines. Il faut croire que la maison de la famille Snedeker était bel et bien hantée. Les Warren confirmeront d'ailleurs que dans cette maison de Southington, ils ont eux-mêmes été victimes d'attaques paranormales violentes, comme celles racontées par les Snedeker. Les témoins évoquent des coups, des gifles et disent même avoir été projetés au sol par une force invisible. Cette série de phénomènes violents aurait amené l'Église à procéder à un exorcisme dans cette maison le 6 septembre 1988. Curieusement, le diocèse refuse toujours officiellement de confirmer y être intervenu. Ce qui s'est passé durant l'exorcisme du 6 septembre 1988, les époux Snedeker l'ont évoqué dans un livre paru en 1992. Les Snedeker, tout comme les Warren, racontent que ce jour-là, les murs de la maison se sont mis à vibrer. On parle aussi, dans la maison, d'objets en lévitation. Les Warren vont avancer une théorie pour expliquer l'origine de tous ces phénomènes paranormaux. En enquêtant sur le passé de la maison, ils ont découvert que les employés de la morgue s'étaient autrefois livrés à des actes de profanation sur les cadavres. Les Snedeker vont en tout cas être terriblement marqués par tous ces événements. Ils vont immédiatement après l'exorcisme quitter définitivement cette maison maudite. Ils vont partir vivre loin dans l'état du Tennessee. Traumatisés par les glaçants événements vécus dans l'étrange maison du 208 Meriden Avenue à Southington, la famille Snedeker va raconter dans un livre, publié en 1992, sa terrifiante histoire. Alors qu'ils sont à la télévision pour témoigner, certains détails révélés en direct vont semer l'effroi. 4 ans après l'exorcisme pratiqué sur leur ancienne maison, la famille Snedeker va participer à un célèbre talk show américain. Carmen et Alan Snedeker, mais aussi Bradley et leur nièce Tammy, témoignent en direct de ce qu'ils ont vécu dans cette sinistre morgue de juin 1986 à septembre 1988. Et cette intervention faite en janvier 1992 devant des millions d'Américains, on peut dire qu'elle va rester dans les mémoires. Vous êtes ceux qui sont venus autour de la maison faire. Carmen et Alan Snedeker répètent ce soir-là qu'ils ont été agressés physiquement dans cette maison, mais chose effrayante, ils révèlent aussi avoir subi des sévices sexuels commis par cette entité démoniaque. Elle a dit « Tante Carmen, viens vite, elle arrive !» Ça se produit encore. Ce qu'a vécu cette famille dans cette maison semble tellement énorme que ça va se retourner contre eux. On va accuser la famille Snedeker d'avoir monté cette histoire de toutes pièces, tout ça pour se faire de l'argent. Cette famille, pourtant, malgré le lynchage médiatique et la pression constante des journalistes, ne va jamais changer sa version des faits. Plus de 30 ans après les faits, le doute persiste sur ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison étrange. Mais il y a une question qui demeure. Pourquoi une famille tout entière, dont l'un des enfants souffre d'un grave cancer, se serait amusée à inventer une telle histoire? On peut douter de leur bonne foi, mais il ne faut pas oublier que cette maison de Southington, c'est quand même une ancienne morgue. Imaginez que les garçons Snedeker dormaient là où, encore peu de temps avant, on embaumait des cadavres avant de les emmener au cimetière. On peut penser que cette maison de Meriden Avenue n'est pas le genre d'endroit où beaucoup de personnes pourraient dormir tranquilles sur leurs deux oreilles. Si en 2009, la sortie du film Le Dernier Rite a remis en lumière cette terrifiante histoire, 33 ans après les faits, aucun phénomène paranormal n'a été rapporté depuis dans l'inquiétante maison de Southington. Désormais séparée de son mari, Alan, Carmen Snedeker, aujourd'hui âgée de 65 ans, vit toujours dans l'État du Tennessee. Son fils, Philippe, terrorisé par son passage dans cette maison maudite, s'est éteint le 9 janvier 2012 à l'âge de 39 ans, des suites de sa longue maladie.
Des personnes décédées sont-elles entrées en contact avec leurs proches depuis l'au-delà grâce à leur téléphone? Ce phénomène incroyable a été rapporté par plusieurs centaines de témoins à travers le monde. Simple message d'adieu ou véritable message d'avertissement? Ces appels surnaturels ont en tout cas bouleversé la vie de tous ceux qui les ont reçus. Après avoir vu ce qui va suivre, vous ne décrocherez plus jamais votre téléphone de la même manière. Vous allez découvrir comment des personnes pourtant officiellement décédées auraient cherché depuis l'au-delà à entrer en communication téléphonique avec leurs proches. Ces appels inexpliqués vont intriguer des millions d'Américains. Toute la presse va évoquer un phénomène paranormal connu sous le nom d'appel des morts. Des communications étranges faites depuis l'au-delà. Quel est ce mystérieux phénomène que des centaines de témoins à travers le monde racontent avoir vécu? Le témoignage de l'acteur est effrayant. Il dirait avoir entendu son ami pleurer et le supplier de lui venir en aide. Cet homme mort à 16h22, broyé dans un enchevêtrement d'acier avec son téléphone, va passer pas moins de 35 appels à sa femme, mais aussi à ses proches. L'actrice va témoigner toute sa vie pour dire à qui veut l'entendre. Il y a une vie après la mort et ces appels en sont la preuve. Comment expliquer ces étranges appels qui échappent encore à la science? Ces communications surnaturelles viseraient parfois à avertir les gens d'un grave danger. Ces appels depuis l'au-delà sont généralement inattendus. Pour ceux qui les reçoivent, parfois c'est quelque chose de brutal. Retour sur ces communications téléphoniques surnaturelles ou comment des personnes décédées tentent d'entrer en contact avec le monde des vivants. Nous sommes à Los Angeles, en Californie, le 12 septembre 2008. Il est 16h22 quand survient l'une des plus graves collisions de train jamais vécues dans l'Ouest américain. Cette terrible tragédie, connue comme la collision de Chatsworth, va donner lieu à l'une des plus étranges affaires surnaturelles de ces 15 dernières années. Le 12 septembre 2008, la Californie va vivre l'un des accidents ferroviaires les plus graves de son histoire. Il est 16h22 quand deux trains rentrent en collision. 16h22, c'est une heure importante car c'est précisément à cette heure que débute cette histoire proprement surnaturelle. Cette tragédie qui fait immédiatement la une des JT fait 25 morts et plus de 130 blessés. Parmi les victimes, il y a un Californien de 49 ans qui s'appelle Charles Peck. Quand les secours retrouvent le corps de cet homme après plusieurs heures de recherche, les médecins légistes vont être formels. Charles Peck a été tué au moment même de la collision. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Cet homme mort à 16h22, broyé dans un enchevêtrement d'acier avec son téléphone, eh bien cet homme va passer pas moins de 35 appels à sa femme, mais aussi à ses proches. Sans qu'on comprenne comment cela a pu être possible. Comment expliquer que Charles Peck, officiellement décédé à 16h22 dans la terrible tragédie de Chatsworth, ait pu appeler ses proches plusieurs heures durant après l'accident? 13 ans après cette mystérieuse série d'appels, Andrea Katz, sa fiancée, ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, la fiancée de Charles Peck, est non seulement dévastée par la mort de cet homme qu'elle aime, mais elle va être profondément perturbée par tout ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, quand elle apprend la nouvelle de cette collision de train sur les JT, elle sait immédiatement que son fiancé est dans le train. Elle est bouleversée et bien sûr, elle se rend immédiatement sur les lieux de l'accident. Cette Californienne raconte que sur son trajet vers les lieux du drame, elle a reçu un appel de son mari sur son téléphone. Et cet appel de Charles Peck, elle le reçoit à 17h. Cet homme, officiellement mort à 16h22, va donc passer un appel à 17h avec un téléphone qui matériellement est complètement broyé. Durant l'appel, Andrea Katz dit ne pas avoir entendu la voix de son fiancé. Elle racontera avoir entendu des grésillements, des bruits métalliques. Mais elle est à cet instant intimement persuadée que son mari est vivant. D'ailleurs, ce 12 septembre 2008, Andrea Katz ne va pas recevoir un appel de son mari, mais une quinzaine. Plus curieux encore, des membres de la famille disent eux aussi avoir reçu des appels de Charles Peck. Au
total, ce sont près de 35 appels téléphoniques qui ont été passés par cet homme, dont les médecins nous disent pourtant que cet homme, au moment où il appelle ses proches, est décédé depuis plusieurs heures. Bien sûr, on peut penser que le téléphone aurait passé les appels de façon automatique. Sauf que petit problème, c'est que le téléphone, il a été complètement détruit durant la collision. Plus étrange encore, c'est grâce à ce téléphone fantôme dont on n'a retrouvé aucune trace que les secours vont pouvoir localiser le corps de Charles Peck dans la rame accidentée. Pour Andrea Katz, il ne fait aucun doute que son petit ami a cherché à la joindre, elle et ses proches, et depuis l'au-delà. Cette Californienne est tellement bouleversée qu'elle va même témoigner sur de nombreuses télévisions américaines. Andrea Katz, comme toute sa famille, vont rester traumatisés par ces appels surnaturels. Aujourd'hui encore, toute la famille cherche à comprendre pourquoi Charles Peck tenait tant à les joindre. Charles Peck voulait-il leur dire un dernier au revoir? Ils ne le sauront sans doute jamais. Ces appels inexpliqués vont intriguer des millions d'Américains. Toute la presse va évoquer un phénomène paranormal connu sous le nom d'appel des morts. Des communications étranges faites depuis l'au-delà. Si l'incroyable histoire d'Andrea Katz bouleverse autant qu'elle fascine l'Amérique tout entière, c'est qu'elle rappelle un autre cas étrange vécu par la célèbre actrice hollywoodienne Ida Lupino. Ida Lupino est l'une des plus célèbres actrices hollywoodiennes des années 40. Cette personnalité va au cours de sa carrière confier aux journalistes un témoignage qui va rester dans les mémoires de ceux qui s'intéressent aux communications avec les morts. Cette actrice raconte avoir été contactée au téléphone par son propre père, sauf qu'il était mort 6 mois auparavant. Il se trouve qu'Ida Lupino est britannique et que durant la Seconde Guerre mondiale, la maison familiale va être bombardée par les Allemands. À l'époque, Ida Lupino vit en Californie. Et le problème, c'est que pour être indemnisée par les assurances anglaises, ses proches doivent fournir l'acte de propriété. Le problème, c'est que personne ne sait où est cet acte de propriété. Or, sans ce document, ils perdent tout. Aucun remboursement ne sera possible. L'actrice va raconter qu'au mois de décembre 1942, elle a reçu un appel téléphonique. Elle dira avoir entendu la voix de son père, qui est pourtant mort 6 mois plus tôt, lui indiquer exactement où se trouve ce document. Ce qui est incroyable, c'est que la famille Lupino a bien retrouvé ce document et a réussi à être indemnisée grâce à cet appel surnaturel. Ida Lupino est l'une des premières personnes connues à avoir osé témoigner de la possibilité qu'un mort puisse entrer en contact par téléphone avec des vivants. Et si Ida Lupino n'a aucun doute sur la véracité de ce phénomène paranormal, c'est parce qu'en fait, 15 ans plus tôt, elle a eu affaire au même genre de phénomène surnaturel. Ida Lupino va raconter avoir reçu en 1927 l'appel d'un oncle qui s'appelait Andy. Ida Lupino dira avoir parlé à son oncle qui avait une voix catastrophée et demandait à parler en urgence à son père. Cet homme insistait tellement que la propre grand-mère d'Ida Lupino va elle aussi échanger avec lui. Le problème, c'est que cet oncle qui est au téléphone est officiellement mort depuis 3 jours. Il s'est suicidé. Du coup, quand en 1942, soit 15 ans plus tard, Ida Lupino reçoit ce coup de fil de son père, il ne fait aucun doute pour l'actrice que recevoir un coup de fil de l'au-delà est de l'ordre du possible. L'actrice va témoigner toute sa vie pour dire à qui veut l'entendre, il y a une vie après la mort et ces appels en sont la preuve. Des personnes disparues chercheraient-elles à entrer en contact avec leurs proches au moyen de leur téléphone? En 1988, l'étrange fait divers vécu par Dean Kunst, un célèbre écrivain, serait la preuve que certains appels dits surnaturels viseraient à nous avertir de l'imminence d'un grave danger. Dean Koontz est un célèbre écrivain américain. Ses romans figurent régulièrement dans la liste des best-sellers du New York Times. Cet écrivain à succès va dire avoir été directement confronté à ces appels venus de l'au-delà. Dean Koontz raconte en effet que ce phénomène surnaturel lui a sauvé la vie le 22 septembre 1988. Le 20 septembre 1988, soit 2 jours avant d'échapper à la mort, l'écrivain qui est totalement bouleversé va confier à ses proches qu'il vient de recevoir un appel téléphonique de sa mère, Florence Koontz. Ses proches vont le prendre pour un fou parce que Florence Koontz est morte en 1969, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Mais Dean Koontz est formel.
Il est persuadé d'avoir entendu la voix de sa mère au téléphone, lui demandant par 3 fois de faire très attention, d'être prudent. Dean Koontz sait que cet appel est totalement impossible. Et pourtant, il est persuadé que sa mère voulait le prévenir d'un grave danger. Coïncidence ou non, ce grave danger, il va en réchapper 2 jours plus tard. Le père de Dean Koontz, atteint de démence, va tenter de tuer son fils à l'aide d'un couteau. Dean Koontz dira avoir échappé à la mort ce jour-là grâce à l'appel de sa mère. Cet appel téléphonique vraiment improbable a conditionné l'écrivain qu'il pouvait se passer quelque chose de grave dans les jours à venir. Voilà pourquoi, quand Dean Koontz a été agressé par son père avec un couteau, il dira ne pas avoir été surpris. Il dira avoir pu garder son sang-froid et réussir à maîtriser son père. Dean Koontz dit que sans cet appel de mise en garde, il serait probablement mort. Le cas de cet Américain a nourri l'idée que des proches décédés veilleraient sur nous et tenteraient depuis l'au-delà de nous avertir d'un danger potentiel. Tout cela en utilisant finalement le téléphone comme moyen de communication. Alors qu'aujourd'hui encore, ces mystérieux appels de l'au-delà échappent à la logique scientifique, des chercheurs en parapsychologie ont révélé des éléments troublants communs à des centaines de cas survenus aux États-Unis. Le phénomène des communications téléphoniques depuis l'au-delà va prendre une telle ampleur que dans les années 70, plusieurs chercheurs vont s'y intéresser. Un livre en la matière fait référence, il s'appelle Phone Call from the Dead, en français, les appels téléphoniques venus des morts. Les auteurs de cet ouvrage, Scott Rogo et Raymond Bellès, vont mettre en exergue des éléments qu'on retrouve dans tous les témoignages. Il ressort de leur étude que les personnes ayant reçu ces mystérieux appels n'ont jamais cherché à entrer en contact avec leurs proches décédés. Souvent, les témoins disent ne jamais avoir entendu parler de l'existence de ce phénomène. Ces appels depuis l'au-delà sont généralement inattendus. Pour ceux qui les reçoivent, parfois c'est quelque chose de brutal. Ces gens plongent dans le surnaturel, voire parfois dans une forme de détresse psychologique. Ils n'ont pas forcément envie d'être sollicités par une personne dont ils savent pertinemment qu'elle est morte. Ces spécialistes vont aussi établir plusieurs catégories d'appels. Certains appels semblent avoir pour but de dire au revoir aux proches, comme ce fut le cas de Charles Peck. D'autres appels de l'au-delà seraient destinés à venir en aide. Des personnes décédées livreraient finalement des messages pour venir en aide aux vivants. On pense par exemple au témoignage d'Aïda Lepino. Il existerait une 3e catégorie d'appels. Ces communications surnaturelles viseraient parfois à avertir les gens d'un grave danger. Et on pense à l'expérience vécue par l'écrivain Dean Koontz. Ces recherches faites au cours des années 70 ont longtemps oublié une 4e catégorie d'appels. Ces appels que tout le monde préférait ne jamais recevoir seraient des communications de gens terrorisés depuis l'au-delà. L'un des tout premiers qui va oser en parler ouvertement est un célèbre acteur américain. Et ce qu'il va raconter fait froid dans le dos. En effet, au début des années 1980, le célèbre acteur Michael T. Williamson va révéler avoir vécu une terrifiante expérience paranormale. Un appel téléphonique depuis l'au-delà qui, encore aujourd'hui, continue de le hanter. Michael T. Williamson est un célèbre acteur américain qu'on a vu notamment dans Forrest Gump avec Tom Hanks et également dans Heat avec Robert De Niro et Al Pacino. La terrifiante expérience qu'il va oser raconter aurait pu briser sa carrière. Et pourtant, il va en parler ouvertement. Michael T. Williamson va raconter avoir été appelé par l'un de ses meilleurs amis alors que celui-ci était décédé quelques heures avant cet appel. L'acteur dira que cet appel a été l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Non seulement Michael T. Williamson prétend avoir entendu la voix de son ami Adrien, mais il va dire avoir aussi entendu des hurlements, des cris terrifiants. Michael T. Williamson dira que ce qu'il a perçu au téléphone, c'était l'enfer. Le témoignage de l'acteur est effrayant. Il dira avoir entendu son ami pleurer et le supplier de lui venir en aide. Michael T. Williamson répétera cette phrase glaçante entendue au bout du fil. « Ils essaient de me prendre à l'intérieur, je me suis enfui. Aide-moi, tu peux m'aider maintenant avant qu'ils ne reviennent. » Depuis plus de 40 ans, Michael T. Williamson ne s'explique toujours pas comment son ami a pu passer cet appel. Mais il reste persuadé que cet homme, après avoir été assassiné, l'aurait appelé avant d'aller en enfer. Aujourd'hui encore, Michael T. Williamson reste marqué par ce qu'il a vécu. Et depuis, il s'est d'ailleurs tourné vers la religion.
Si on en croit le témoignage de ce célèbre acteur américain, cet appel, comme ceux reçus par plusieurs centaines d'autres témoins, serait la preuve d'une forme de vie après la mort. Des personnes disparues continueraient à vouloir communiquer avec leurs proches et d'établir un lien entre le monde des morts et celui des vivants. Chaque année encore, de nouveaux cas d'appels surnaturels passés depuis l'au-delà seraient signalés à travers le monde. Si ce phénomène étrange échappe à toute logique scientifique, il continue d'intriguer les chercheurs en parapsychologie. Selon eux, compte tenu des millions de téléphones en circulation, chacun d'entre nous est aujourd'hui susceptible d'être confronté à l'un de ces appels, aussi mystérieux que bouleversants. Qui ne connaît pas Hollywood? Ses stars, son soleil, ses immenses palmiers. Symbole du glamour et capitale du cinéma, ce quartier de Los Angeles cache une réalité peu connue du grand public. Certains lieux seraient véritablement hantés. Du fantôme de Marilyn Monroe à celui de Sharon Tate, Hollywood serait le théâtre de curieux phénomènes paranormaux dont certains font froid dans le dos. C'est l'un des endroits les plus connus de toute la planète, mais l'emblématique quartier d'Hollywood à Los Angeles, pourtant synonyme de glamour, serait le théâtre de nombreux phénomènes inexpliqués. Dès le début des années 40, de nombreux promeneurs, mais aussi des rangers, disent avoir observé à cet endroit des phénomènes surnaturels. Aujourd'hui, plus personne ne peut accéder directement aux célèbres lettres qui surplombent Los Angeles. Pour quelle raison dit-on que le fantôme de Marilyn Monroe hante les couloirs du Roosevelt Hotel? En décembre 1985, une femme de ménage de l'hôtel s'est enfuie terrorisée après avoir vu un fantôme. Cette suite 1200, Marilyn Monroe y a vécu 2 ans. De quels incroyables phénomènes glaçants les habitants de l'étrange Benedict Canyon disent-ils avoir été témoins? Cet endroit a basculé dans l'horreur et depuis cet été-là, dans le voisinage, on raconte de drôles de choses. L'ombre de la mort plane sur Benedict Canyon et la plupart des gens fuient cet endroit. Découvrez l'autre visage d'Hollywood et ces nombreux endroits que l'on dit hantés. Nous sommes à Los Angeles, en Californie. Réputé à travers le monde pour son glamour et ses nombreuses stars de cinéma, des millions de touristes visitent chaque année le célèbre quartier d'Hollywood. Beaucoup ignorent qu'en de nombreux endroits, comme les mythiques 9 lettres qui ornent ces collines, des phénomènes étranges ont été observés. Los Angeles est une aire urbaine de 18 millions d'habitants qui s'étend sur 550 km. Mais le quartier que tout le monde connaît au monde, qui symbolise le glamour, le cinéma, c'est évidemment Hollywood. Hollywood se situe au nord-ouest de la ville et le symbole de ce quartier, ce sont ces 9 lettres mythiques accrochées à flanc de colline. Chaque année, des millions de touristes viennent les voir, mais peu savent que depuis les années 1940, cet endroit est réputé hanté. Le monumental panneau Hollywood se situe sur une colline qui s'appelle le Mantley. À l'époque, ces lettres sont accessibles grâce à des chemins de randonnée. Dès le début des années 40, de nombreux promeneurs, mais aussi des rangers chargés de la surveillance du site, disent avoir observé à cet endroit des phénomènes surnaturels. D'après les témoignages, la silhouette d'une jeune femme aux cheveux blonds apparaîtrait régulièrement à côté du panneau Hollywood. Si cette apparition a marqué les témoins, c'est que cette femme dégage une impression de tristesse assez forte. Et tous racontent l'avoir vue se volatiliser de manière inexpliquée après avoir essayé de l'approcher. D'après ce que l'on raconte à Los Angeles, cette apparition serait celle du fantôme de Peg Entwistle, une actrice des années 30 qui se serait suicidée à cet endroit à l'âge de 24 ans. Peg Entwistle faisait partie de ces nombreuses actrices qui couraient après la gloire mais qui allaient d'échec en échec. On sait que cette jeune femme désespérée s'est jetée de la fameuse lettre H le 18 septembre 1932.
Il faut savoir que cette lettre H, qui porte aujourd'hui une sinistre réputation, mesure quand même une hauteur de 14 mètres. Ce panneau mythique, qui a la réputation d'être hanté, est aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Depuis la terrible tragédie du 18 septembre 1932, des dizaines de témoins, dont une certaine David Morgan, diront avoir vu apparaître cette silhouette comme flottant au-dessus du sol et avec un aspect presque translucide. L'endroit est devenu interdit d'accès. Aujourd'hui, plus personne ne peut accéder directement, mais beaucoup viennent encore pour tenter d'apercevoir le célèbre fantôme de Peg and Twisted. Il faut dire qu'à Hollywood, derrière le glamour, la mort est partout. Il y a quelques années, un hôtel a beaucoup fait parler de lui. Une des stars les plus connues au monde continuerait à s'y manifester depuis l'au-delà. En effet, nous sommes en décembre 1985 au 7000 Hollywood Boulevard. Ce jour-là, une employée du Roosevelt Hotel va vivre une expérience surnaturelle qui va la marquer à jamais. Le Roosevelt Hotel est un hôtel 4 étoiles de 12 étages avec une immense piscine. Cet hôtel mythique compte 300 chambres. L'une de ces chambres, la suite numéro 1200, située au 2e étage, est entrée en 1985 dans l'histoire du paranormal. En décembre 1985, une femme de ménage qui était en train de nettoyer un miroir sur pied dans cette fameuse suite 1200 s'est enfuie terrorisée après avoir vu un fantôme. D'après Alan Russell, l'un des responsables de l'hôtel à l'époque, la femme de ménage dira avoir vu apparaître dans le miroir le visage d'une femme à la chevelure blonde. Cet employé qui pense avoir affaire à une cliente se retourne surprise. Le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière elle. Cette femme de ménage, totalement bouleversée, dira avoir vu apparaître un fantôme, et pas n'importe lequel, celui de Marilyn Monroe. Suite à cet événement, la direction de l'hôtel va retirer le miroir de la suite 1200. Cet objet étrange va être placé dans un hall près des ascenseurs. Sauf que les phénomènes vont se multiplier et pas seulement au travers de ce miroir. L'hôtel Roosevelt serait-il hanté par le fantôme de Marilyn Monroe, comme on le prétend encore aujourd'hui? Fait troublant, depuis 1985, des phénomènes surnaturels inexpliqués ont été rapportés dans cet endroit où la star a séjourné durant 2 ans. On ne sait pas pourquoi précisément en 1985, mais à partir de cette année-là, des clients comme des employés de l'hôtel Roosevelt diront avoir assisté à des phénomènes curieux. Le fameux miroir de la suite 1200 a beau avoir été déplacé dans le hall près des ascenseurs, de nombreux clients vont dire avoir eux aussi vu apparaître le visage de Marilyn Monroe. Ce qui est étrange, c'est que ce fameux miroir, c'est Marilyn Monroe elle-même qui l'avait acheté en 1945 afin de personnaliser la suite 1200 dans laquelle elle séjournait à l'année. Cette suite 1200, Marilyn Monroe y a vécu 2 ans. C'est l'une des plus belles suites de l'hôtel, dans laquelle il y a une vue imprenable sur la piscine. De nombreux clients qui y ont séjourné rapportent la présence d'odeurs de parfum totalement inexpliquées. D'autres disent avoir eu la sensation d'être clairement observés par une présence invisible. Plus inquiétant encore, certains réceptionnistes disent avoir reçu des appels en provenance de cette suite 1200 alors qu'elle était inoccupée et il n'y avait personne au bout du fil. Le fantôme de Marilyn Monroe entrait toujours le Roosevelt Hotel, car c'est précisément dans cet hôtel que sa carrière a décollé. C'est une photo d'elle prise sur le plongeoir de la piscine qui l'a rendue célèbre. Le point commun assez troublant de tous ces témoignages, c'est que ces manifestations surnaturelles s'accompagneraient d'un sentiment de tristesse auprès de tous ceux qui les vivent. Marilyn Monroe est morte dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Pour certains, si elle continue de hanter les endroits qu'elle a aimés, c'est qu'elle n'aurait jamais trouvé le repos. À Hollywood, un autre endroit très prisé de la star est réputé lui aussi hanté. Ce lieu étrange, situé au 12 305 Helena Drive, n'est autre que l'ancienne propriété de Marilyn Monroe, là où en 1962, elle a trouvé la mort. L'ancienne maison de Marilyn Monroe est sans aucun doute l'un des endroits les plus connus, mais aussi les plus secrets d'Hollywood. C'est là que dans la nuit du 4 au 5 août 1962, la police de Los Angeles découvre le corps sans vie de la star. Mais depuis cette fameuse nuit de 1962, des événements étranges se dérouleraient dans la chambre où on a retrouvé la star morte. On raconte que certains propriétaires qui se sont succédés à cette adresse auraient vu apparaître le fantôme de Marilyn Monroe dans son ancienne chambre à coucher.
Ce qui est intriguant, c'est que les témoignages parlent tous du même endroit dans la maison. Cette pièce où elle serait morte d'une façon brutale et dans des circonstances encore mystérieuses. On raconte qu'elle reviendrait hanter régulièrement cette maison qu'elle adorait, la seule qu'elle ait achetée de son vivant. Le fait qu'il y ait eu 3 propriétaires en 7 ans, de 2010 à 2017, a relancé les plus folles rumeurs sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette maison. En 2017, quand la maison a été remise en vente, certains d'ailleurs ont essayé de la racheter pour en faire un haut lieu du paranormal. Quand on évoque des phénomènes paranormaux, beaucoup de regards se tournent vers les fameuses lettres d'Hollywood ou vers l'ancienne maison de Marilyn Monroe. Mais il existe un autre endroit près de Hollywood qui fait froid dans le dos. Depuis 1969, le Benedict Canyon est devenu un lieu quasi maudit. Cet endroit a basculé dans l'horreur et depuis cet été-là, dans le voisinage, on raconte de drôles de choses. De quels étranges phénomènes certains habitants du très chic quartier de Benedict Canyon ont-ils été les témoins? Nous sommes en 2002. David Oman emménage dans la toute nouvelle maison qu'il vient de se faire construire. Le rêve d'une vie va se transformer en cauchemar. David Oman est un Californien qui travaille dans l'immobilier. Lorsqu'il s'installe en 2002 dans ce quartier de Benedict Canyon, pour cet Américain, c'est une super affaire. Pour 70 000 €, David Oman a acheté un terrain sur lequel il a fait construire la maison de ses rêves avec une vue imprenable sur Los Angeles. Si cet homme a pu acheter ce terrain pour une bouchée de pain, c'est que plus grand monde ne souhaite habiter à cet endroit. En fait, son terrain jouxte l'ancienne propriété où l'actrice américaine Sharon Tate et 4 de ses amis ont été effroyablement assassinés à l'été 1969. Ce crime reste à ce jour l'un des plus horribles meurtres jamais commis aux États-Unis et il a profondément bouleversé Hollywood. Quand David Oman rachète ce terrain en 1999, il sait très bien pourquoi ce terrain est si peu cher. Depuis cette tragédie, l'ombre de la mort plane sur Benedict Canyon et la plupart des gens fuient cet endroit. Tragédie ou pas, David Oman, lui, il fait bâtir une maison toute neuve sur plusieurs étages. Sauf que dès qu'il s'y installe en 2002 et dès la première nuit, cet homme va assister à des phénomènes inexpliqués. Cet homme raconte que les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Cet Américain constate que des objets se déplacent tout seuls dans sa maison. Il les retrouve même tombés au sol sans aucune explication rationnelle. Plus effrayant encore, David Oman dira avoir aperçu des ombres et même avoir entendu des sortes de murmures. Une nuit, David Oman dira avoir été sorti de son sommeil par l'apparition au bout de son lit d'une femme enceinte et en chemise de nuit blanche. Cet homme jure que ce fantôme serait celui de Sharon Tate. Beaucoup vont douter du témoignage de David Oman. On ne comprend pas pourquoi cette actrice assassinée dans la maison voisine viendrait hanter la maison de cet illustre inconnu. Sauf qu'en 1994, la maison maudite où Sharon Tate a été assassinée a été totalement rasée. Depuis, les voisins racontent que son fantôme erre dans tout le quartier. L'effroyable crime survenu dans la maison de Sharon Tate au 10050 Cielo Drive est-il à l'origine des manifestations surnaturelles observées dans le quartier de Benedict Canyon? Le témoignage du célèbre chanteur américain Trent Reznor, qui a loué la propriété maudite, accréditerait cette incroyable hypothèse. L'étrange apparition que décrit David Oman, d'autres racontent l'avoir vue avant lui. Ces témoins sont tous des habitants du quartier de Benedict Canyon. Et ils disent avoir vu marcher une femme en pleine nuit, vêtue d'une chemise de nuit blanche tachée de sang. Tous affirment que cette mystérieuse femme était enceinte. L'une des habitantes du quartier, Joy Fordham, acceptera de témoigner devant les caméras de télévision. C'est l'un des rares témoins qui a accepté de parler, mais pour elle, il n'y a aucun doute, ce qu'elle a vu ce jour-là, c'est bien le fantôme de Sharon Tate. Le témoignage le plus troublant reste celui du dernier locataire qui a vécu au 10050 Cielo Drive. Cet homme, c'est Trent Reznor, un célèbre chanteur d'un groupe de rock américain. Le chanteur a loué la maison en 1993. Il faut savoir que depuis plusieurs années, l'agence immobilière qui gère cette maison voit fuir tous les locataires les uns après les autres. Trent Reznor ne va y vivre qu'une seule année, mais il va lui-même raconter y avoir vécu des phénomènes paranormaux. Le chanteur dira que dès son arrivée dans la maison, il s'est senti comme constamment observé par une présence invisible. Tout comme David Oman des années plus tard, lui aussi raconte avoir entendu comme des chuchotements.
Si Trent Reznor affirme que lui, il n'a jamais vu le fantôme de Sharon Tate, en revanche, il confirme qu'il s'est passé, selon lui, des choses qui relèvent du paranormal. Il se trouve qu'en 1993, le groupe de rock dont il fait partie va enregistrer un album dans le salon de la propriété qui a été transformé en studio. Le problème, c'est que cet album ne sortira qu'un an plus tard. Des phénomènes paranormaux à répétition ont empêché le chanteur et ses musiciens d'enregistrer dans des conditions normales. Trent Reznor évoque des interférences et des coupures totales d'électricité qu'il n'a jamais réussi à expliquer et qui rendaient totalement impossible le moindre enregistrement. Il faut savoir que l'endroit exact où il cherchait à enregistrer son album, c'est précisément le lieu où Sharon Tate a été massacrée de 16 coups de couteau. Trent Reznor sera le dernier locataire de cette maison maudite. Il va déménager quelques mois plus tard et la propriété que plus personne ne voulait louer sera rasée en 1994. On est allé jusqu'à effacer l'adresse comme pour conjurer cette tragédie. Malgré tout, la disparition totale de cet endroit ne semble pas avoir mis fin aux phénomènes paranormaux. Voilà pourquoi la maison de David Oman et les alentours du Benedict Canyon sont régulièrement secoués par des manifestations surnaturelles. Que ce soit pour Sharon Tate, Marilyn Monroe ou Peg and Whistle, il semblerait que les âmes de toutes ces stars hollywoodiennes continuent de se manifester depuis l'au-delà. Derrière le rêve hollywoodien, il y a des âmes brisées. C'est cette réalité invisible qui encore aujourd'hui hante certains endroits de Los Angeles. Intrigués par ces effrayantes histoires, des milliers de curieux se rendent chaque année à l'hôtel Roosevelt, comme aux abords de Cielo Drive ou du mythique panneau Hollywood. Tous espèrent assister à l'un de ces mystérieux phénomènes. La preuve, selon eux, que les fantômes de nombreuses stars planent toujours sur Hollywood. Au cours des années 90, naissait l'une des plus terrifiantes légendes urbaines jamais rapportées à travers le monde, celle des enfants aux yeux noirs. On raconte que ces enfants, à la pâleur diabolique et aux immenses yeux noirs, chercheraient à entrer dans les véhicules ou les maisons de ceux qui ont eu le malheur de les rencontrer. Si pour beaucoup, l'existence de ces créatures n'est que pure légende, aux États-Unis ou très récemment encore en Angleterre, des personnes terrorisées affirment avoir fait face à cet inquiétant phénomène. Ce phénomène a pour nom les Black Eyed Kids, des apparitions surnaturelles d'enfants aux yeux étrangement noirs, et ce, partout à travers le monde. Ces enfants seraient synonymes de mauvais présages. On évoque des créatures venues d'un autre monde quand ce n'est pas le diable lui-même qui prendrait l'apparence d'enfant. Que racontent les témoins de ces terrifiantes rencontres surnaturelles et qui, aujourd'hui encore, sèment l'effroi? Cette Américaine dira avoir fait face à une vision cauchemardesque. La silhouette d'un des deux enfants qui se tourne vers elle a quelque chose de diabolique. Ces enfants chercheraient à entrer dans les voitures des gens qu'ils abordent, voire, comme dans de nombreux cas, dans les maisons. Dans certains endroits d'Amérique, les gens commencent vraiment à avoir peur. Simple légende urbaine ou véritable phénomène inexpliqué? En 2014, cette affaire va connaître un nouveau rebondissement. Et ce n'est pas aux États-Unis, mais en Angleterre que ça va se passer. Cette rencontre qui les a terrorisés va même donner lieu à l'intervention de la police dans la forêt de Cannock Chase pour essayer de retrouver cette fillette. Enquête sur le phénomène paranormal des Black Eyed Kids, ces terrifiantes silhouettes d'enfants que certains auraient préféré ne jamais rencontrer. Nous sommes au mois d'avril 1996, à Abilene, une ville du Texas située dans le sud des États-Unis. Il est 21h30 quand Brian Bethel, un journaliste, s'apprête à faire une rencontre terrifiante, un fait inexpliqué qui le hante encore aujourd'hui. Abilene, c'est une grande ville industrielle qui se trouve au cœur du Texas. C'est là que vit Brian Bethel, un journaliste d'une vingtaine d'années qui travaille au Abilene Reporter News, un grand quotidien de la ville. Ce soir d'avril 1996, ce journaliste dira avoir fait face à une situation assez terrifiante et qui va par la suite prendre une ampleur mondiale.
Brian Bethel dira s'être arrêté à 21h30 sur un parking de Southwest Drive, un endroit qui se trouve au sud de la ville d'Abilene. Brian Bethel vient de quitter la rédaction du journal. Il s'est arrêté là pour poster un chèque lorsque deux adolescents, le visage caché par une capuche, frappent à sa vitre. Brian Bethel est méfiant. Il baisse à peine sa vitre. Il dit avoir entendu l'un des deux individus prononcer d'une façon très étrange cette phrase « Ramenez-nous chez nous ». Cette voix qu'il décrit comme robotique va le glacer d'effroi et surtout, il n'arrive pas à voir le visage des adolescents. Comme Brian Bethel est sans réaction, les deux silhouettes vont se montrer menaçantes. Et quand le journaliste découvre enfin le visage de l'un des deux garçons, cet homme dira avoir fait face à une vision d'horreur. Ce journaliste texan dit avoir vu un visage effrayant, presque inhumain. Brian Bethel décrit le visage de cet adolescent comme extrêmement pâle, presque cadavérique. Il dira avoir eu l'impression que ce jeune garçon était sans vie. Ce qui va marquer Brian Bethel et qui le hante encore 25 ans après, ce sont les yeux de cet adolescent. Le journaliste dira que ses yeux étaient très grands et qu'ils n'avaient ni pupilles ni iris, rien du tout. Ils étaient totalement noirs. Brian Bethel va s'enfuir ce soir-là. Et une fois chez lui, il va tout de suite raconter ce qu'il a vu à ses proches. Cet homme est tellement choqué par ce qu'il a vécu qu'il dira avoir eu peur de dormir pendant des années. Il raconte avoir été terrorisé à l'idée que ces silhouettes réapparaissent. Pour ce journaliste, il ne fait aucun doute que ce à quoi il a eu affaire relève du surnaturel. Ces gamins n'avaient rien d'humain. À quel incroyable phénomène Brian Bethel a-t-il été confronté ce soir d'avril 1996 à Abilene, au Texas? Profondément marqué, le journaliste décide d'évoquer cette terrifiante rencontre dans les colonnes de son journal. Chose incroyable, des dizaines de témoins vont alors se manifester. Brian Bethel travaille au Abilene Reporter News, le grand quotidien de la ville. Et depuis 3 mois, il n'arrive plus à trouver le sommeil. Cet homme est tellement marqué par ce qu'il a vécu qu'en juillet 1996, il décide de raconter cette histoire effrayante dans les colonnes du journal. Et là, il va se passer une chose étonnante. Une fois l'article publié, des dizaines de personnes de tout le pays vont se manifester. Tous racontent eux aussi avoir été abordés par ces silhouettes d'enfants au comportement assez étrange. Tous disent avoir été marqués par la même chose. Ils évoquent ces grands yeux totalement noirs et qui n'ont rien d'humain. Parmi ces dizaines de témoins, une femme va accepter d'évoquer sa terrifiante expérience devant les caméras de télévision. Cette Américaine s'appelle Deborah Shun. Elle vit à Portland, dans le nord-est des États-Unis. Cette femme va raconter qu'elle aussi, en 1996, elle a fait face à ce phénomène terrifiant. Mais à la différence du journaliste Brian Bethel, cette femme indique que ce ne sont pas des adolescents qu'elle a croisés ce soir-là. Elle décrit 2 enfants âgés d'une dizaine d'années. Ils m'ont tous les deux regardé, ils étaient pâles, aussi pâles qu'il est possible de l'être, avec de grands yeux noirs. Imaginez cette femme, seule dans sa voiture, au milieu de nulle part, sur une route en pleine nuit, qui voit ses 2 enfants seuls. Son réflexe est de s'arrêter, bien sûr, mais elle va vite le regretter. Deborah Shun, intriguée, dira avoir abordé ses 2 enfants en leur proposant son aide. Je me suis arrêtée et je leur ai dit « Vous allez bien? Vous voulez que j'appelle votre mère ?» L'un des deux m'a dit « Laisse-moi entrer dans la voiture ». J'ai dit non. L'autre a insisté « Laisse-nous entrer dans la voiture ». Cette Américaine dira avoir fait face à une vision cauchemardesque. La silhouette d'un des 2 enfants qui se tourne vers elle a quelque chose de diabolique. Tout comme le journaliste Brian Bethel, ce témoin décrit avoir vu des visages d'une blancheur assez étrange. Et surtout, ces mêmes grands yeux noirs effrayants. Cette femme, qui ce soir-là a bien cru qu'elle devenait folle, va découvrir quelques semaines plus tard, en lisant l'article dans le journal d'Abilene, qu'elle n'a pas rêvé. Cette Américaine n'est semble-t-il pas la seule à avoir fait face à ce phénomène inexpliqué. Que signifie la terrifiante présence de ces enfants aux yeux noirs aperçus au Texas, mais aussi dans l'Oregon? Alors qu'en juillet 1996, le récit de Brian Bethel révèle publiquement leur existence, les Américains découvrent stupéfaits que ces inquiétantes apparitions remonteraient au début des années 1980.
Après la publication de l'article du journaliste Brian Bethel en juillet 1996, toute l'Amérique va se passionner pour ce phénomène. Les Américains vont découvrir que ce phénomène n'est pas récent. Les premières apparitions remonteraient au début des années 80. Le premier qui s'est réellement intéressé à ces phénomènes inexpliqués s'appelle David Witterly. C'est un spécialiste du paranormal qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Depuis les années 80, David Witterly a recueilli de nombreux témoignages de différents endroits des États-Unis sur la présence inexpliquée de ces enfants aux yeux noirs. David Witterly va même publier un livre dans lequel il dresse un véritable portrait robot de ces mystérieuses apparitions. Selon ce que rapportent la plupart des témoins, ces silhouettes auraient entre 6 et 16 ans. Leur visage serait livide avec une peau très blanche, presque irréelle, et leur comportement serait comme figé. Tous ceux qui ont eu affaire à ces enfants évoquent aussi avoir entendu comme une voix d'outre-tombe sortir de leur bouche. Ces enfants chercheraient à entrer dans les voitures des gens qu'ils abordent, voire, comme dans de nombreux cas, dans les maisons. Mais le dénominateur commun à toutes ces rencontres, et c'est sûrement le plus glaçant, ce sont les yeux de ces enfants. Ces espèces d'immenses yeux noirs dépourvus de pupilles. Tous les témoins ont été marqués par cette vision cauchemardesque. Un autre élément effrayant va aussi ressortir. Ces enfants seraient synonymes de mauvais présages. On évoque des cas dans le Vermont ou dans l'Oklahoma où des gens, après avoir ouvert leurs portes, sont tombés gravement malades. À partir des années 90, le phénomène va gagner tous les États-Unis. On lui donne même un nom, les Black Eyed Kids, les enfants aux yeux noirs. On évoque des créatures venues d'un autre monde quand ce n'est pas le diable lui-même qui prendrait l'apparence d'enfant. Dans certains endroits d'Amérique, les gens commencent vraiment à avoir peur. Ce phénomène prend de l'ampleur, mais si on veut rester cartésien, on peut penser que ces histoires relèvent purement et simplement de la légende urbaine. L'imagination des Américains a créé une espèce de monstre qui, en réalité, n'existe pas. En 2014, cette affaire va connaître un nouveau rebondissement. Et ce n'est pas aux États-Unis, mais en Angleterre que ça va se passer. En effet, à l'automne 2014, la presse britannique va se faire à son tour l'écho d'une terrifiante et incroyable rencontre paranormale. Celle-ci nous emmène dans la forêt de Cannock Chase, au nord-ouest de Londres. En octobre 2014, l'étrange phénomène des enfants aux yeux noirs va traverser l'Atlantique et s'emparer de la presse britannique. Tous les journaux évoquent en gros titre la présence de ces étranges silhouettes, témoignages à l'appui. Parmi ces tabloïds, le Daily Star se fait l'écho du témoignage d'un couple. Ces habitants de la ville de Staffordshire indiquent que le 13 septembre 2014, alors qu'ils se promenaient dans la forêt de Cannock Chase, ils auraient vu apparaître devant eux une fillette comme sortie de nulle part. Ces témoins décrivent ce qui ressemble trait pour trait au phénomène des Black Eyed Kids. Selon eux, la fillette avait quelque chose de terrifiant et surtout de grands yeux noirs dépourvus de pupilles et d'iris. Les témoins ajouteront cette description glaçante d'une petite fille qui avait la tête penchée sur son épaule, un peu comme un pendu. Si étrangement la presse donne du crédit à ce témoignage, c'est que la forêt de Cannock Chase n'est pas une forêt comme les autres. La presse va révéler qu'en juillet 2013, une jeune femme et sa fille avaient déjà témoigné avoir fait face à cette apparition dans cette forêt. Les journalistes évoquent le cas d'une mère et de sa fille qui expliquent avoir entendu des pleurs. Après s'être approchée de l'endroit, elle dit s'être retrouvée face à une fillette, les mains sur le visage. Cette Anglaise, c'est une maman, et cette mère de famille pensait que cet enfant s'était perdu. Cette femme raconte qu'après lui avoir proposé de l'aide, la fillette aurait dévoilé son visage. Cette mère de famille et sa fille diront avoir eu la peur de leur vie en découvrant les yeux noirs et sans iris de cette fillette. Elles vont s'enfuir toutes les deux terrifiées avant de raconter à leurs proches ce qu'elles ont vécu. Ce témoignage n'est pas le seul. Il fait écho à une autre affaire, elle aussi survenue à cet endroit et cette fois archivée par la police. Il se trouve qu'en 1982, un groupe de jeunes va alerter les autorités de la présence d'une petite fille dans la forêt de Cannock Chase. Ils décrivent cette fillette comme ayant un visage démoniaque et d'immenses yeux noirs. Cette rencontre qui les a terrorisés va même donner lieu à l'intervention de la police dans la forêt de Cannock Chase pour essayer de retrouver cette fillette. Mais encore aujourd'hui, le mystère demeure.
Rien n'explique d'où vient cette petite fille, ni pourquoi tant de gens font face dans cette forêt à ce phénomène surnaturel. Si pour la presse britannique, il ne fait aucun doute que ces apparitions surnaturelles sont liées à l'inquiétant phénomène des enfants aux yeux noirs, la présence de ces mystérieuses silhouettes dans la forêt de Cannock Chase aurait, selon certains, une sinistre explication. Quand en 2014, la presse évoque ces multiples signalements de petites filles aux yeux noirs, beaucoup vont alors repenser à une affaire assez sordide. Et cette affaire, beaucoup auraient préféré l'oublier. Pour les gens du coin, il n'y a aucun doute. Ces apparitions seraient bien d'ordre surnaturel et elles ont un lien avec ce qui s'est passé dans cette forêt au cours des années 60. Il se trouve que la forêt de Cannock Chase est l'endroit qu'a choisi le pire des tueurs en série de l'Angleterre pour enterrer ses victimes. Ce tueur s'appelle Raymond Leslie Morris. La presse de l'époque l'avait surnommé le monstre de Cannock Chase. C'est dans cette forêt que ce criminel a enterré plusieurs de ses victimes, qui, coïncidence étrange, étaient toutes des jeunes filles. On sait que seuls les corps de 3 d'entre elles ont été retrouvés. Les autres filles n'ont jamais été retrouvées. Pour beaucoup, ce sont ces fillettes dont on n'a jamais retrouvé le corps qui continueraient de hanter cette forêt. Voilà pourquoi des promeneurs se retrouveraient régulièrement témoins d'apparitions surnaturelles à cet endroit. Aujourd'hui, depuis ces révélations, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, on considère que le phénomène des enfants aux yeux noirs serait ni plus ni moins que des âmes d'enfants décédés dans des circonstances violentes et qui errent en attendant de trouver la paix. Derrière la légende urbaine des enfants aux yeux noirs se cacherait un phénomène fantomatique qui ressemble fortement au phénomène très connu de la Dame Blanche. Si aujourd'hui encore, l'inquiétante présence de ces enfants aux yeux noirs relève pour beaucoup de la pure légende urbaine, le 15 octobre 2015, le journal britannique le Daily Mail publiait une étrange vidéo. Tom Buckmaster, son auteur, affirme que la silhouette filmée ce soir-là dans la forêt de Cannock Chase avait les yeux totalement noirs. Preuve de l'existence à cet endroit de ces mystérieux fantômes. Le 11 septembre 2001, 2 avions de ligne percutaient les tours du World Trade Center, l'un des pires attentats terroristes jamais vécus aux États-Unis. Cet événement, au retentissement mondial, un artiste peintre l'avait vu en rêve et même peint dans les moindres détails 5 ans, jour pour jour, avant le drame. Cet artiste, David Mandel, affirme peindre l'avenir et ses œuvres prémonitoires sont si troublantes que la presse l'a surnommé le Nostradamus anglais. La presse le surnomme le Nostradamus anglais. Il s'appelle David Mandel, et ce peintre aux dons surnaturels décrirait dans ses œuvres les plus grandes catastrophes à venir. Non seulement David Mandel dit avoir vu en rêve le déroulement exact des événements du 11 septembre à New York, mais il les a dessinés et peints dès 1996. Les journalistes qui découvrent ces dessins sont frappés par l'exactitude des visions de ce peintre. Que nous révèlent les œuvres de David Mandel, cet artiste aux prédictions apocalyptiques? Une catastrophe se prépare en France et David Mandel le sait avant tout le monde. Véritable vision surnaturelle ou simple escroc doué d'une formidable intuition? Ce qui s'est passé entre 1997 et 1999 dépasse la logique scientifique. Que ce soit ce qu'il dessine ou ce qu'il écrit, il semble que chaque détail des œuvres de David Mandel a son importance. Retour sur les mystérieuses œuvres prémonitoires de David Mandel, cet artiste qui dit peindre les tragédies futures. Nous sommes à New York le 11 septembre 2001. Ce jour-là, 2 avions de ligne percutent les tours jumelles du World Trade Center. Cette tragédie, la pire des attaques terroristes qu'ait connue l'Amérique, avait été peinte 5 ans auparavant par David Mandel, un peintre anglais doté de dons surnaturels. Le 11 septembre 2001,
l'Amérique va connaître la plus grande catastrophe de son histoire. En moins de 2 heures, les États-Unis subissent sur leur territoire 4 attentats suicides perpétrés par des terroristes. L'attentat le plus spectaculaire, c'est celui du fameux World Trade Center. 2 avions de ligne percutent les tours jumelles qui vont s'effondrer comme un château de cartes. Ces attentats vont faire 3000 victimes. Mais surtout, ces événements vont bouleverser le monde entier. Cette tragédie, jamais les autorités américaines ne l'avaient imaginée. Mais curieusement, un peintre anglais du nom de David Mandel l'avait prédit. Ce peintre de 67 ans vivant à Londres savait dès 1996 ce qui allait se passer. Ce peintre explique être capable de voir l'avenir grâce à des rêves prémonitoires. Non seulement David Mandel dit avoir vu en rêve le déroulement exact des événements du 11 septembre à New York, mais il les a dessinés et peints dès 1996. Pour prouver qu'il dit la vérité, ce peintre fournit un élément extrêmement troublant. Il dispose d'une photographie sur laquelle se trouve son croquis. Imaginez que cette photo a été prise, tenez-vous bien, le 11 septembre 1996, soit exactement 5 ans jour pour jour avant cette tragédie. Comment David Mandel a-t-il pu prédire dès 1996 les terribles événements du 11 septembre 2001 ? Ces dessins prophétiques sont-ils vraiment le fruit d'étranges rêves prémonitoires, comme il le prétend ? Très vite, la presse s'intéresse à cet artiste qui prétend voir l'avenir à travers ses rêves prémonitoires. Cet Anglais a beau expliquer avoir un don, les journalistes vont avant tout chercher à savoir si cet homme n'est pas un vulgaire escroc. David Mandel, pour prouver que ce qu'il a vu des attentats a bien été peint en 1996, va expliquer dans les moindres détails comment ces visions du 11 septembre se sont imposées à lui. Il va aussi fournir plusieurs preuves, dont une photo qui est aujourd'hui connue du monde entier. Ce cliché qu'il remet aux journalistes, c'est la fameuse photo sur laquelle il tient un croquis, ce croquis représentant les tours jumelles de New York qui s'effondrent. Comme le cliché l'atteste, la photo a bien été prise le 11 septembre 1996. Ce que l'on voit sur ce croquis est la retranscription du tout premier rêve prémonitoire concernant le 11 septembre. Il faut savoir que dans les mois qui suivent, les rêves vont se multiplier. Et David Mandel va avoir des visions de plus en plus nettes de ce qu'il va se passer 5 ans plus tard. Ce qui est frappant sur ces différents dessins, c'est le luxe de détails qui laisse peu de place à l'interprétation. Sur un des croquis que David Mandel va dessiner après un autre rêve prémonitoire, le détail marquant, c'est un building dont le toit est en forme de triangle. Il le place même à la gauche des tours jumelles. Tout le monde se souvient, aujourd'hui encore, de ce fameux building situé à gauche des tours, avec son toit triangulaire, et qui d'ailleurs ne s'est pas effondré le jour des attentats. Mais le croquis le plus troublant, c'est ce dessin qui montre clairement 2 avions qui volent dans des directions opposées. Après ce rêve prémonitoire de 1996, David Mandel écrit quelque chose sur ses croquis. Plane, it's building. Autrement dit, l'avion percute l'immeuble. Les journalistes qui découvrent ces dessins sont frappés par l'exactitude des visions de ce peintre. Ils découvrent aussi que ces œuvres décrivant l'avenir, il y en a beaucoup. Et elles sont extrêmement bien gardées. Qui est vraiment David Mandel, ce peintre visionnaire que la presse anglaise surnomme désormais le Nostradamus anglais? À l'en croire, ce phénomène de rêve prémonitoire se serait manifesté très tôt, durant son enfance. Rien ne prédestinait David Mandel à devenir ce qui est aujourd'hui une énigme. On sait que cet Anglais est né en 1934 dans la banlieue de Londres. C'est un ancien professeur d'université qui enseignait l'art. Quand les journalistes font la connaissance de David Mandel, ils ont affaire à un vieux monsieur qui paraît tout à fait normal. On est loin du farfelu, de l'excentrique qui surferait sur le paranormal pour faire, comme on dit aujourd'hui, du buzz. Aux journalistes qui l'interrogent, cet homme raconte que depuis l'enfance, il fait des rêves prémonitoires. Il ne sait pas expliquer comment ce phénomène est apparu, mais il dit que ça lui a valu pas mal de problèmes. David Mandel raconte qu'à cause de ses rêves prémonitoires, aucun des enfants ne voulait jouer avec lui. Les parents du quartier leur interdisaient de jouer avec lui. Le petit David Mandel, qui prédisait le futur grâce à ses rêves, était devenu un paria. En 1976,
David Mandel a 42 ans. Il est professeur d'art à l'université. Et pour ne plus passer pour un fou, il garde des traces de ses rêves prémonitoires. Voilà pourquoi David Mandel va se mettre à dessiner les mystérieuses visions qui lui viennent pendant son sommeil. À partir de 1976, ces rêves prémonitoires vont donner lieu à des dizaines de croquis. Pour prouver qu'il n'est pas fou, David Mandel ne va pas s'arrêter là. À partir du début des années 80, ces étranges toiles, David Mandel va les mettre dans un coffre. Il les met au secret dans une banque célèbre, la Barclays Bank. Le peintre va même instituer un rituel. Il demande aux employés de la Barclays Bank de le prendre en photo devant l'horloge de la banque, celle qui marque la date exacte. Non seulement on dispose de preuves matérielles quant à la date de réalisation des œuvres, on a des témoins, mais surtout, les œuvres sont enfermées dans un coffre à date avec une preuve de dépôt. Au total, on sait qu'entre 1980 et l'an 2000, David Mandel a déposé à la banque 200 tableaux et croquis, symboles de ses mystérieux rêves prémonitoires. Si la plupart des mystérieux dessins prophétiques de David Mandel ont été déposés dans les coffres de la Barclays Bank, 2 dessins restés longtemps énigmatiques ont depuis révélé leur étrange signification. Ils accréditeraient les visions surnaturelles de l'artiste. Parmi les dessins prémonitoires de David Mandel, ceux liés au 11 septembre sont les plus célèbres aujourd'hui. Il existe aussi 2 autres dessins prémonitoires particulièrement troublants. Ces dessins ont été réalisés bien avant les événements qu'ils décrivent, mais ils n'ont révélé leurs secrets que très récemment. On sait qu'en juillet 1993, David Mandel va réaliser un dessin après avoir vu en rêve l'aéroport de Heathrow, l'aéroport de Londres. Le peintre raconte avoir vu en rêve les pistes de décollage, mais aussi, détail troublant, 3 voitures garées sur un parking. Sur ce croquis, il va griffonner les mots Heathrow, mais aussi Red, qui veut dire en anglais bombardement. Ces 3 voitures et ces 2 mots griffonnés sur son croquis en juillet 1993, David Mandel en ignore la signification. 9 mois plus tard, ils vont prendre tout leur sens. Le 9 mars 1994, l'IRA, l'organisation terroriste irlandaise, attaque à coups de missile l'aéroport de Heathrow. Il n'y aura aucune victime, mais de nombreux dégâts, et particulièrement dans un parking proche de l'aéroport. Sur l'une des photos publiées par la presse au lendemain des attentats, on distingue 3 voitures endommagées garées sur ce fameux parking. Ces 3 voitures, c'est exactement ce qu'avait dessiné David Mandel 9 mois plus tôt. Un détail va particulièrement intriguer les spécialistes. Après son rêve de 1993, David Mandel a dessiné une calandre assez rare de voitures. Cette calandre, c'est celle qui apparaît au centre de la photo. Pour beaucoup, ce qu'aurait perçu David Mandel lors de ce rêve prémonitoire n'est pas seulement l'événement en question, mais il aurait aussi perçu la photo qui a été publiée par la presse ensuite. Autre chose, lorsqu'il écrit bombardement sur son dessin, ce n'est pas un hasard. Ce jour-là, les nationalistes irlandais vont utiliser des armes de guerre et leurs attaques vont durer 5 jours. Le mot raid, à savoir bombardement, prend tout son sens. Que ce soit ce qu'il dessine ou ce qu'il écrit, il semble que chaque détail des œuvres de David Mandel a son importance. En 1997, c'est un drapeau français qui apparaît sur l'un de ses dessins. Une catastrophe se prépare en France et David Mandel le sait avant tout le monde. En effet, nous sommes en juin 1997. Un terrible cauchemar prémonitoire emmène David Mandel dans le ciel de France. Ce qu'il a peint dès le lendemain deviendra, 3 ans plus tard, l'une des pires catastrophes aériennes qu'ait vécu le territoire français. Pour ceux qui doutaient encore des dons surnaturels de cet artiste, ce qui s'est passé entre 1997 et 1999 dépasse la logique scientifique. En juin 1997, David Mandel, au sortir d'un rêve prémonitoire, dessine le mythique Concorde. L'avion supersonique qui reliait Paris à New York, et cet avion, il le dessine en feu. Pour David Mandel, il n'y a aucun doute, il a fait un rêve prémonitoire. Il dépose dans les coffres de la Barclays un croquis sur lequel on distingue le Concorde en feu. Mais aussi, détail troublant, un drapeau français et le mot « crash ». 2 ans plus tard, le 4 avril 1999, David Mandel fait un autre rêve prémonitoire identique. Mais cette fois,
Sur ce dessin, il va inscrire une phrase qui aura toute son importance. L'artiste écrit noir sur blanc, le pilote tente d'atteindre les pistes d'un autre aéroport. 15 mois plus tard, le Concorde français s'écrase. Les derniers mots du pilote seront « J'essaye d'atteindre l'aéroport du Bourget ». Le 25 juillet 2000, entre les pistes de Roissy et du Bourget, la France connaît le pire crash de son histoire. Ce crash, David Mandel avait commencé à le voir en rêve 3 ans auparavant. Tandis que David Mandel devient un véritable phénomène à travers le monde, des scientifiques britanniques vont tout faire pour révéler une éventuelle supercherie. Ils vont tenter de piéger l'artiste devant des millions de téléspectateurs. Le cas de David Mandel intrigue. En 2003, une émission spéciale de la télévision britannique va lui être consacrée. Des scientifiques vont tenter d'apporter des éléments de réponse rationnels au cas de David Mandel. Lors de cette émission, journalistes et scientifiques font tout pour piéger David Mandel. Les scientifiques vont d'abord chercher à savoir si les photos de David Mandel ne sont pas truquées. Toutes les photos vont être authentifiées. Mais surtout, le personnel de la banque va confirmer avoir bien pris les photos et attester de la date exacte. On va également demander au peintre de se soumettre au détecteur de mensonges. David Mandel va non seulement accepter de passer le test, mais il va le réussir. Chris French, professeur à l'université de Goldsmith à Londres, qui ne croit pas une seconde au paranormal, va de son côté mettre au point une expérience pour tenter de décrédibiliser les œuvres de David Mandel. Le scientifique présente alors à 20 personnes, des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, évidemment, 40 dessins prémonitoires de David Mandel. Chris French va alors leur demander à quel événement ces dessins font référence. Pour 31 des 40 tableaux, ces gens vont clairement associer ce qui est peint à des événements précis. L'interprétation des dessins de David Mandel ne doit rien au hasard. Chose incroyable, c'est que le scientifique avait pris soin d'enlever les mots griffonnés sur les œuvres. Ces mots auraient pu influencer les personnes interrogées. Suite à cette émission, David Mandel, l'homme qui voit le futur, voit sa crédibilité renforcée. Mais assez étrangement, il ne va pas en profiter. Il va même totalement s'éloigner de la folie médiatique. Chris French, son plus fervent détracteur, finira par avouer plus tard que dans toute sa carrière scientifique, le cas David Mandel reste parmi les plus énigmatiques. Si aujourd'hui encore, les œuvres prémonitoires de David Mandel intriguent par la justesse de leur signification, personne ne sait ce que ce peintre, au don surnaturel, est devenu. Qu'a-t-il vu de ce qui nous attend vraiment? Le secret de ses visions serait toujours étroitement gardé à l'abri des coffres de la Barclays Bank de Londres.